19h30 à Libreville, 19h30 sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour la confiance sans cesse renouvelée au programme de TVS. Cérémonie de présentation du livre du professeur Daniel Franck Idiata hier à l'Institut français du Gabon. Ouverture ce matin à l'hôtel Okume Palace de la réunion de la FAO. Tels sont les principaux titres de cette édition d'information. De nos jours, il est rare de voir les cabines téléphoniques publiques, une situation difficile pour certains, notamment ceux n'ayant pas un téléphone portable. Détails et explications avec Arnaud Bassivabita sur les images de Jerry Morumuna. Le téléphone portable permet de nos jours d'être joignable à tout moment où que l'on soit. Mais celui-ci a sans doute un impact négatif pour avoir pris le dessus sur les anciens supports de communication. Car être en contact avec quelqu'un nécessite d'avoir un téléphone portable. Une situation difficile pour ceux qui n'ont pas de moyens pour s'en offrir un. C'est même pas normal qu'on n'en trouve plus des cabines téléphoniques. Il doit y avoir deux choses, et les cabines téléphoniques et ceux qui ont des portables. En outre, l'opération Libérer le trottoir a davantage favorisé la disparition des rares cabines téléphoniques, encore existant il y a quelque temps à certains endroits de la capitale, comme l'axe PK12 Garoutière. C'est un manque à gagner, vu il y a une minorité de population qui n'a vraiment pas de moyens financiers en tant que tel pour s'en approprier un téléphone, l'enrichir en matière d'unité avec toutes les maisons ici en grande là-dessus. Et on remarque que c'est vrai, les cabines téléphoniques étaient très importantes avant parce qu'elles se trouvaient dans toutes les agglomérations de la ville. Si bien qu'avec une pièce de 100 francs, 200, les gens communiquaient facilement, ça aidait. Même les placer dans les villages, même reculés, ça pourrait aider nos vieux parents qui sont dans les coins reculés. Par exemple, s'il a un téléphone, il arrive qu'il n'a même pas de quoi s'en procurer les unités. Donc là aussi, c'est un avantage de ce côté. En effet, tout porte à croire que l'expansion de la téléphonie mobile au Gabon sonnerait le glas des cabines téléphoniques publiques classiques, alors que le nouveau n'est pas synonyme de meilleur, disait Georges Elgozi. Cérémonie de présentation à l'Institut français du Gabon de l'ouvrage Le prix de la vérité sur Philippe Maury par le professeur Daniel Franck Idiata. Raïssa Mbara-Revaza, Fleury Assondo. C'est dans l'une des salles de l'Institut français de Libreville que le professeur Daniel Franck Idiata a présenté au public venu nombreux son dernier ouvrage intitulé Le prix de la liberté. Vérité sur Philippe Maury, l'icône gabonaise du cinéma africain. À l'entame de cette cérémonie, l'auteur de ce chef-d'œuvre est revenu sur les raisons qui lui ont amené à écrire cet ouvrage. Ce qui a motivé la réalisation de cet ouvrage, c'est d'abord un témoignage, parce que je me trouvais en France et j'ai appris que Maury était le congénère d'Alain Delon et le congénère de Jean-Paul Belmondo. Et j'ai vu la façon dont ces deux-là vivaient en France. Je pense qu'ils n'ont pas eu besoin d'être députés ou ministres pour vivre décemment. Et quand je suis arrivé au Gabon, j'ai vu Maury, mais qui vit vraiment dans un dénuement total. Et j'ai été absolument révolté. Donc par la suite, j'ai commencé à le fréquenter et au fur et à mesure que nous discutions, j'ai découvert vraiment l'intensité de son histoire et notamment en ce qui concerne le coup d'État de 1964. Très ému par la considération et l'attention dont il est l'objet à travers ce livre, le premier cinéaste gabonais n'a pas manqué de remercier tous ceux qui de loin ou de près ont contribué à la production de ce livre. Remercier Madame la Présidente de tout ce que vous avez fait pour moi. Je n'oserais pas aller plus loin parce que je sens germer dans mes yeux les larmes de joie. Reconnaître ça comme vrai, que mes jeunes frères, mes jeunes sœurs pensaient cela de moi. Je n'ai donc pas été si inutile dans mon pays pendant toute cette période. J'ai donc été visible. Lorsque je suis allé à Amiens recevoir le prix qu'ils m'ont donné, je leur ai dit, écoutez, je ne sais même pas les raisons pour lesquelles vous me donnez un prix. Parce que le prix, j'aurais voulu le recevoir de chez moi. Et j'ai voulu le recevoir chez vous. Ça veut donc dire que j'ai été quelqu'un de visible.
Le prix de la liberté de Daniel Franck Idiata, voilà un témoignage de reconnaissance au 7e art gabonais et à son pionnier. Jeune acteur gabonais. À l'occasion de la présentation de l'ouvrage du professeur Daniel Franck Idiata, plusieurs analyses ont été faites autour de ce chef-d'œuvre. Retrouvons une fois de plus Raissa Mbararevaza et Fleury Aseondo pour le compte de TVS. Rose Francine Rogombe, préfacière de cet ouvrage, n'a pas manqué de retracer l'histoire de cette œuvre. Philippe Mori est une icône gabonaise. C'est un être absolument surdoué et au final un patrimoine national. Voici planté le décor de mon argumentation pour soutenir cette œuvre magistrale du professeur Daniel Franck Idiata, dont je salue la perspicacité pour valoriser une mémoire vivante, à la fois utile aux générations d'aujourd'hui et à celles de demain. De toute évidence, on peut et on doit pouvoir discuter et débattre des postures et affirmations de Mori. Mais que l'on soit d'accord ou non avec lui, la nécessité de consolider la construction de notre pays pour l'ancrer véritablement dans le développement impose cette confrontation avec notre passé pour y puiser les ressources nécessaires qui vont permettre à chaque Gabonaise et à chaque Gabonais de transcender les différences ethno-linguistiques et les difficultés éventuelles auxquelles chacun pourrait être confronté à un moment donné pour contribuer efficacement à la réussite du projet d'émergence de notre pays. Afin d'éclairer les lecteurs, le professeur Ange Atos Ratanga a décliné l'apport de cet ouvrage dans l'histoire du Gabon. Ce qui achèteront dans ce livre, je leur conseillerais, en ce qui me concerne, de prendre simplement le chapitre 6, la vérité de Philippe Mori sur le coup d'État de 1964. Mais qui est d'abord Philippe Mori? Je crois que mes devanciers ont avec maestria, n'est-ce pas, parlé de Philippe Mori. Il faut se dire que l'histoire de Philippe Mori, pour moi, elle commence avec son départ du Gabon pour la France. En 1944-45, il y a une conférence. Également présent, le professeur Fidèle Pierre Senghema a de ce fait expliqué le choix du titre « Légitime indignation ». Légitime indignation, le prix de la liberté. Pour l'auteur de cet essai, le titre rend justice du parcours d'un compatriote, Philippe Mori. Un devoir de mémoire et de reconnaissance, donc l'exergue magistral est l'œuvre de notre jeune et talentueux collègue Daniel Franck Idiata. Cette cérémonie de présentation de l'ouvrage, le prix de la liberté, vérité sur Philippe Mori, l'icône gabonaise du cinéma gabonais, s'est achevée par un échange de questions-réponses ainsi que des séances de dédicaces avec Philippe Mori. Le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable, Luc Oyoubi, a reçu hier à Arambo une délégation de la Direction générale de l'environnement pour une séance de travail. Boris Onkira sur les images de Fleury Aseondo. Il s'est tenu hier à la salle habituelle de réunion d'Arambo une séance de travail entre le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable, Luc Oyoubi, et la Direction générale de l'environnement. Il s'agissait, au cours de cette réunion, de débattre sur le plan d'urgence national de lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbures et autres substances nuisibles, afin de prévenir les côtes gabonaises à d'éventuels accidents qui pourraient mettre en mal notre environnement. Était présent aussi à cette réunion l'état-major de la Marine nationale qui assure l'autorité compétente des opérations en mer et, à terre, la direction de la protection civile qui dirige les opérations sur le terrain. La pollution n'étant pas une affaire des autres uniquement, nous devons nous préparer à toutes les éventualités. La Poste gabonaise, en collaboration avec l'Union panafricaine des postes, a ouvert ce matin à l'hôtel Okume Palace de Libreville une réunion des comités administratifs et techniques de l'UPAP, et ce pour une durée de 3 jours devant Ephraim Bioguedzo et Jeremy Urumuna. La Poste SA gabonaise, en collaboration avec l'Union panafricaine de postes, créée le 18 janvier 1980, a ouvert ce jour à l'hôtel Okume Palace de Libreville, et ce pour une durée de 3 jours, la réunion des comités administratifs
et techniques de l'Union panafricaine des postes. En présence du ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste, Blaise Lombe, qui était accompagné de son ministre délégué du dit ministère, 3 allocutions ont ponctué l'ouverture de ces retrouvailles. Je voudrais demander aux délégués venus de tous les pays, et plus particulièrement M. le ministre de la Zambie, qui a rencontré la Zambie, qui a rencontré la dernière d'Afrique. Je voudrais parler des revers du devoir de servir. Lorsque vous retournez chez vous avec en partage ce que vous avez reçu des autres, on ne vous donnera jamais des fleurs, on ne vous donnera jamais des décorations, sinon pour vous faire sortir. Vous ne serez peut-être jamais compris, à commencer par ceux qui vous entourent, ceux qui sont dans le poste. Le ministre Blaise Lombe a remercié le comité d'organisation de cette rencontre de par les dispositions mises en place depuis la dernière conférence des plénipotentiaires tenue au Caire en Égypte. La création d'un réseau de contacts d'information et l'intégration des réseaux intra-africains d'acheminement de produits. La création de nouveaux produits et services basés sur les technologies de l'information et des communications. Le développement des services financiers postaux dans toutes ses formes, l'instauration réelle d'un territoire postal unique en Afrique. Les travaux des comités techniques qui s'ouvrent ce jour à l'île sont donc d'une importance considérable, car ils se tiennent à quelques mois de la prochaine conférence des plénipotentiaires prévue en juillet 2012 à Isabella, en Éthiopie. Les séminaristes plancheront sur 3 différents ateliers durant cette séance de travail. La rencontre de Libreville permettra aux États membres de pousser une large réflexion sur l'amélioration des services des comités afin de mettre en place un système efficace sur le transfert d'argent pour les nombreux Africains de la diaspora. Ouverture ce matin au méridien Rendama de la 7e réunion du bureau sur-régional pour l'Afrique centrale de la FAO, Ensemble pour l'autosuffisance alimentaire. Nina Sandrine Moutinga et Fleury Aseondo, reportage. C'est au moment où une nouvelle crise alimentaire et nutritionnelle touche des millions de personnes dans la région du Sahel que se tient à Libreville la 7e réunion du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique afin de lutter ensemble pour l'autosuffisance alimentaire. Il faut dire que cette rencontre, qui a été rehaussée par les ministres de l'Agriculture et des Eaux et Forêts, ponctuée de plusieurs allocutions, pourrait permettre de trouver des solutions aux problèmes qui minent la sous-région. Cette réunion nous permettra de discuter des domaines prioritaires pour lesquels la FAO interviendra pour le développement d'un secteur agricole vibrant dans le bassin du Congo, en essayant de trouver des solutions durables aux principaux problèmes qui affectent cette sous-région à grand potentiel. Le Gabon, pour sa part, au travers de son programme stratégique, s'est engagé à atteindre d'ici horizon 2025 l'autosuffisance alimentaire. Le gouvernement gabonais est résolument engagé pour valoriser son potentiel agricole afin d'atteindre d'ici l'horizon 2025 l'autosuffisance alimentaire. Un plan sectoriel agriculture, élevage et pêche est en cours de finition et repose sur 5 axes stratégiques. Le premier axe concerne le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire. Le deuxième axe a trait à l'aménagement des terres agricoles et au développement des infrastructures associées. Le troisième axe, c'est de garantir l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. L'agriculture demeurant une activité peu développée, osons espérer qu'au sortir de ces travaux, ce secteur serait au centre des préoccupations des dirigeants dans les pays de la sous-région, afin de lutter efficacement pour l'autosuffisance alimentaire.
À Port-Gentil, les cafétérias sont de plus en plus fréquentées par bon nombre, ce malgré les conditions d'hygiène qui ne sont pas respectées. Raïs Bouanga, un reportage de nos confrères de Média Plus Port-Gentil. Les restaurants anarchiques vulgairement appelés cafétérias ou cafettes sont un phénomène en pleine recrudescence dans notre cité. Activité très prisée par nos frères d'Afrique de l'Ouest, avec des mets plutôt appréciés par la population de la cité de l'Or Noir, ces restaurants semblent pourtant ne pas remplir les règles d'hygiène imposées par les services de tutelle. Par ailleurs, l'état d'insalubrité de ces lieux semble vraisemblablement ne pas déranger les gérants et leur clientèle. Il semblerait que pour chacun, l'essentiel serait d'amasser de l'argent au détriment de la santé d'autrui et pour d'autres, se remplir la panse. Mon constat est amer. J'ai constaté que les tenanciers, c'est-à-dire ceux qui dirigent le cafétéria, ne gèrent pas ça d'une manière responsable. C'est-à-dire, parlons d'abord des vaisselles et autres. Ils ne sont pas lavés avec des produits appropriés. Certains lavent les assiettes et cuillères avec les clims. Or, c'est très interdit, d'abord, dans l'hygiène. D'autres les lavent avec je ne sais pas quoi. Donc, moi, je souhaiterais que le service d'hygiène puisse essayer de voir un peu dans les conditions à laquelle ces cafétérias travaillent de nos jours, pour qu'à l'avenir, nous puissions manger dans l'hygiène, dans la propreté et dans la sérénité. La santé étant un facteur indispensable pour toute activité telle qu'elle soit, il serait donc souhaitable que chaque partie, gérant et client, soit sensibilisé par le biais des autorités compétentes de l'importance de tenir ces endroits toujours secs et propres. Sport à présent, le lancement des activités sportives au sein de la sécurité pénitentiaire a eu lieu ce matin au Gros Bouquet. 5 équipes prennent part à cette compétition. Ephraim Biorezo et Jerry Murumona dans cet élément. Les forces de l'ordre ne sont pas en marge de l'activité sportive. C'est dans cette optique que les responsables de la sécurité pénitentiaire ont lancé ce 14 mars 2012 à leur base de la prison centrale la première journée du championnat interpromotion au sein de cette corporation. 5 formations prennent part à cette compétition qui rentre dans le cadre de la préparation des différentes équipes devant prendre part à la prochaine coupe du commandant en chef prévue pour la seconde quinzaine du mois d'avril 2012. Lors de cette journée inaugurale, 2 rencontres ont été programmées. En première heure, la promotion 2010A a disposé de la formation de la fanfare sur le score de 5-1. Pas de surprise pour la seconde opposition qui a vu les anciens en maillot orange prendre le dessus sur la promotion 2001 sur un résultat positif de 2-1, sanctionnant ainsi cette journée inaugurale. On a estimé que l'équipe, les promotions constituées des années 87 jusqu'aux années 96, où on a essayé de retrouver un peu de jeunesse, plus constituer une sélection pour affronter les jeunes qui sont encore en jeu. Première sortie, première satisfaction. Oui, une satisfaction qui dit la suffisance qu'en dépit du fait que l'âge est bon, mais il y a encore l'expérience qui reste dans les jambes et qui fait petit triomphe parmi la jeunesse. Assez difficile, il faut le reconnaître. Hein. Les jeunes ils sortent encore de la formation, ils sont tous en jambes. Donc nous, on essaie de faire valoir l'expérience, ce qui nous permet de nous maintenir jusqu'à la fin de la deuxième mi-temps. Le sentiment, c'est un sentiment de satisfaction parce que les jeunes n'ont pas pouvoir face aux vieux. Les jeunes que nous sommes n'ont pas pouvoir face aux jeux. Aujourd'hui, nous avons pris trop de confiance. Hein. Nous étions rassurés déjà dès le départ que nous allons gagner ce match, puisque nous restons tout de même les champions de ce tournoi étant organisé à tout le monde par le commandant en chef. Donc nous sommes toujours les champions. Pour ce n'est qu'un point de départ. Je ne sais pas que le match à venir, nous allons faire plus de, nous allons rattraper. Un championnat qui connaîtra son dénouement au mois d'avril prochain. Syriac Moussavou, chef de service des sports au sein de la sécurité pénitentiaire, donne ici le bien fondé de cette compétition au micro de Ephraim Biorezo et sur les images de Jerry Murumuna. On a tenu à respecter dans un premier temps le programme annuel qui a été élaboré par le service des sports et nous sommes arrivés au moment où il fallait organiser le championnat interpromotion. Là nous sommes effectivement en plein championnat. Aujourd'hui c'est la journée d'ouverture. C'est un championnat qui
Un principe qui à l'horizon, va nous amener à organiser la coupe du commandant en chef. Donc nous avons pensé mettre en place ce championnat pour non seulement évaluer les talents des uns des autres, mais susciter l'émulation en attendant le lancement de la première édition de la coupe du commandant en chef. Et pire encore, comme partout ailleurs, comme dans tous les rapports militaires, le championnat militaire est un instrument qui nous permet de nous retrouver, de nous côtoyer, de nous aimer entre les différentes couches de notre corps. À présent, notre rubrique Expression libre. Voici la question du jour. Que pensez-vous des agents des forces de sécurité et de défense qui consomment les alcools dans les lieux publics et en uniforme? Tentative de réponse avec Jet Moulingui et tous les images de James Mikia, ICC. Dans l'institution, lorsqu'on parle de l'uniforme, il faut le minimum de respect pour l'uniforme. Donc, lorsqu'on parle d'un agent de force de l'ordre, c'est lui qui doit montrer l'exemple. Et quand il est en tenue, c'est même interdit qu'il se retrouve dans des lieux publics à faire ce qu'on déconseille. Donc il ne devrait pas se trouver en uniforme dans les bars pour boire, parce qu'on connaît tous les conséquences de l'alcool. C'est toujours un désastre après. C'est la même chose qu'on fait avec les élèves. Si déjà on interdit les élèves de se retrouver dans les bars avec des uniformes, c'est la même chose avec les agents de police. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose à vraiment souligner. Il y a tout un tas de raisons là-dessus qui impliquent qu'on ne devrait vraiment pas accepter cela. Il faudrait que ces agents-là, on commence d'abord à les punir pour montrer l'exemple. Je trouve que c'est pas normal. Pourquoi? Parce que le président de la République lui-même, il a dit qu'il n'aimerait pas voir un élève en tenue dans les bars. Et ces agents aussi doivent prendre ça en considération. Une fois qu'ils terminent de consommer de l'alcool dans les bars, ils se mettent dans différents carrefours et ils commencent à interpeller les chauffeurs. Même si tu as des papiers, ils veulent toujours un pourboire. D'après vous, c'est normal ou c'est pas normal? Avant d'aller dans un bar, s'ils peuvent, ils partent enlever leur uniforme, comme tous les élèves le font. Ne pas gaspiller l'image de la patrie. Lorsque on habille la tenue, c'est pour travailler pour l'État. C'est pour rendre service à la population. C'est pas rentrer peut-être dans le bar, puis ça va résoudre le problème. Je crois qu'il faut d'abord faire le travail, c'est ça le plus important. Éviter de rentrer dans des bars, vraiment c'est pas digne des policiers. Le policier c'est pas vraiment dans le bar. C'est sur la route, c'est faire son travail. Et je crois que s'il fait bien son travail, on avance. Je crois que c'est le plus important. Il s'en fout complètement de l'État gabonais, c'est tout. C'est pas logique, tout simplement. On ne peut pas rentrer dans un bar et boire, prendre une bière, c'est pas bien. Il faut d'abord rentrer chez soi et après tu peux ressortir après, prendre une bière, c'est tout. Cela fait exactement une semaine aujourd'hui que le matériel de TVS est réquisitionné au B2. En raison de la liberté de la presse en République gabonaise, TVS réclame sa caméra et éventuellement un dédommagement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. 12h30 demain, Raïsamba Revaza. Quant à moi, je vous retrouve lorsqu'il sera 19h30. Mais qu'à cela ne tienne, portez-vous comme un charme.